Bienvenue sur la chaîne, le café du crime. Abonnez-vous pour soutenir notre contenu, ou soyez maudits. Bon, on plonge aujourd'hui dans une affaire qui démarre sur une image assez glaçante, franchement, presque surréaliste. Ah oui. Imaginez un peu le tableau. Des policiers au milieu de nulle part, dans une ferme isolée, et ils découvrent des orteils humains. Des orteils? Oui, des orteils, là, comme ça, dans les cendres d'un feu de camp. On marche dessus tous les jours, mais les retrouver comme ça vous sort complètement du réel, quoi. Comment c'est possible? C'est effectivement un point de départ assez macabre qui nous mène tout droit à l'affaire Sheila LaBarre. C'est une affaire criminelle américaine de 2006 et au-delà de l'horreur pure, elle révèle des mécanismes de contrôle, de dissimulation qui sont assez terrifiants. Et pour en parler, on s'appuie sur des extraits du dossier L'affaire Sheila LaBarre, rencontre et mort à la ferme. D'accord. L'objectif, c'est vraiment de décortiquer ensemble cette histoire, essayer de comprendre comment une inquiétude de mère, tout à fait normale au départ, face à une disparition, a pu déclencher une enquête qui révèle une telle brutalité. Et comment ça a amené à une condamnation sans appel. Oui, comprendre l'enchaînement. On va regarder les faits clés, les moments où tout bascule, ces détails qui, franchement, font froid dans le dos et qui sont dans les sources. Et tout ça, ça commence par une rencontre. Un peu daté. Oui, voilà, à l'ancienne mode numérique du début des années 2000. Tout à fait. Faut se remettre dans le contexte de 2006. Les applis de rencontre sur smartphone, c'était pas du tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Non, clair. Alors, il y avait des services comme Télémat qui prenaient le relais. Le principe était assez simple. On appelait un numéro, on enregistrait une petite annonce vocale pour se présenter, et puis on pouvait écouter les annonces des autres. Ah, d'accord. Et si quelqu'un intéressait, on laissait un message privé, quoi. C'était souvent utilisé par des gens un peu isolés qui cherchaient juste un contact humain. Et c'est comme ça que Kenneth Conti, un jeune homme de 24 ans, entre en contact avec Sheila LaBarre. C'est ça. Les sources nous le décrivent, Kenneth comme ayant une déficience mentale. Mais attention, il avait quand même une certaine autonomie. Il avait servi dans l'armée, il vivait en coloc au Massachusetts, pas très loin de sa mère, Caroline Lodge. Il essayait visiblement de construire sa vie, quoi. Oui, il était en voie d'autonomie. Et Sheila LaBarre, elle, avait 47 ans à l'époque. Elle vivait seule dans une immense propriété à Epping, dans le New Hampshire. D'accord. Le contact se fait donc via ce service, Télémate. Et mi-février 2006, Kenneth part pour passer ce qui devait être juste un week-end chez elle. Juste un week-end. Sauf que les jours passent et Kenneth ne donne aucune nouvelle. Il ne rentre pas. Ah, l'angoisse classique du parent. Sa mère, Caroline, j'imagine qu'au début, elle s'inquiète un peu, et puis ça monte. Exactement, l'inquiétude monte crescendo. Elle appelle l'employeur de Kenneth, c'était une station de lavage, et là, on lui confirme non, il ne s'est pas présenté au travail. Là, c'est le signal d'alarme puissance 1000. C'est ça. Alors, elle signale d'abord sa disparition aux autorités du Massachusetts, là où elle vit, et puis elle réalise que la clé, elle est peut-être à Epping, chez cette Sheila. Logique. Donc, elle contacte directement le commissariat d'Epping. Ça, c'est le 24 février 2006. Et sa demande est très précise. Elle veut ce qu'on appelle un welfare check, une vérif, pour être sûre que son fils va bien. Elle dit clairement qu'elle a peu qu'il soit retenu contre son gré. Et au commissariat d'Epping, le nom de Sheila LaBarre, il tilte tout de suite, c'est ça? Ah oui, pas manqué. Le sergent Shah Gallagher, qui prend l'appel, ou en tout cas qui en est informé, il reconnaît le nom immédiatement. Et pour cause. Ah bon? Les sources disent qu'il était intervenu chez elle, ou qu'il avait eu affaire à elle plus de 20 fois depuis 1995. Plus de 20 fois. Attends. Oui. Principalement pour des histoires de violence domestique. Ça a impliqué différents partenaires masculins au fil des années. D'accord, donc plus de 20 interventions, ça pose un peu le personnage, quoi. Elle avait déjà un passif assez chargé avec la police locale. Ah, complètement. Sheila LaBarre, elle était connue à Epping. Elle avait cette propriété immense, 46 hectares. 46 hectares. Très isolée, au bout d'un chemin, Ready Lane. Sa réputation, c'était celle de quelqu'un d'antisocial, excentrique, on va dire. Capable d'être charmante, oui, mais surtout perçue comme très instable. Et prompte à la violence.
Ce contexte, il est vraiment crucial pour comprendre la suite. On imagine que le sergent Gallagher, avec cette info en tête, il prend l'appel de la mère très au sérieux. Il va sur place. Oui, il y va avec un détective, Richard Coote, et dès l'arrivée sur les lieux, ça confirme le caractère un peu spécial de l'endroit. Et de la propriétaire. C'est-à-dire, Le portail de la propriété est fermé. à clé, les policiers doivent l'escalader pour pouvoir accéder à la maison. Ils doivent escalader le portail. Oui, déjà ça en dit long sur l'isolement volontaire. Carrément. C'est pas vraiment un accueil entrée-entrée. Et le contact avec Sheila, alors? Tout aussi bizarre. Ils ne peuvent pas entrer, ou en tout cas ils ne le font pas tout de suite. Ils interpellent Sheila à travers une fenêtre. À travers la fenêtre. Oui, et la conversation qui suit, elle est tout de suite suspecte. Quand il lui demande si Kenneth Conti est là, sa toute première réponse c'est non. Un non catégorique. Elle nie, alors que la mère vient de dire qu'il est censé être chez elle. Exactement. Mais quand les policiers précisent que Kenneth est officiellement porté disparu et qu'ils sont là parce que sa mère s'inquiète, Sheila change complètement de version. Ah oui, il est présent. Ce revirement immédiat, ce mensonge sur un truc aussi simple, ça allume tous les voyants rouges chez les flics, évidemment. Bah oui. Pourquoi mentir si tout va bien? C'est la question logique. J'imagine qu'ils insistent pour le voir, pour vérifier qu'il n'est pas retenu ou quoi. Bien sûr, il demande à lui parler. Alors Sheila, elle sort une excuse un peu bancale. Oh, il prend un bain là, c'est pas possible de tout de suite. Le coup du bain, classique. Puis, bon, face à leur insistance probable, elle finit par accepter d'aller le chercher. Et Kenneth se montre. Oui, Kenneth se présente à la porte. Il dit au policier qu'il va bien, qu'il est là de son plein gré et qu'il a l'intention de rester. La source dit même qu'il a l'air en forme. Attends, c'est complètement déroutant ça. D'un côté, t'as la mère qui panique, le portail fermé à clé, le premier mensonge de Sheila, l'excuse du bain. Et de l'autre, t'as Kenneth qui dit « Non, tout va bien ». C'est exactement ça, le dilemme. T'es face à un adulte, majeur, qui te dit qu'il est là volontairement et qui a l'air en bonne santé physique. Légalement, les policiers sont un peu coincés. Ouais. Ils n'ont pas de preuve tangible de séquestration à ce moment-là. Donc ils considèrent que l'affaire de disparition est résolue. La personne est localisée, elle dit être là de son plein gré. Et ils s'en vont. Ils repartent, comme le dit la source, sans creuser plus que ça. On comprend la procédure, la loi, tout ça. Mais humainement, ça laisse perplexe, non? Avec tous ces signaux bizarres, ce passif de violence qu'elle avait. Ne rien pouvoir faire de plus. C'est hyper frustrant. On sent qu'il y a un truc qui cloche. C'est tout le drame de certaines situations. Ce décalage entre l'intuition, les indices troublants et les preuves qu'il faut pour une action légale plus forte, quoi. Cette première visite, même si après coup elle laisse un goût amer, elle s'est heurtée au cadre légal, face à ce que Kenneth a dit. Mais cette visite, même courte, elle n'a pas du tout plu à Sheila Nabar. Ça, j'imagine. Elle n'aime pas qu'on vienne mettre son nez chez elle, surtout après avoir menti. Elle réagit comment? Eh bien, elle passe à l'attaque. Mais sur un autre terrain. 2 jours après la visite des policiers, le 26 février, elle appelle le commissariat d'Epping. Pas une fois. Non, 3 fois. Dans la même journée. 3 fois. Pour se plaindre, j'imagine. C'est ça. Pour affirmer, avec beaucoup de véhémence, que la police n'avait absolument pas le droit d'intervenir sur sa propriété sans mandat. Ah oui, elle contre-attaque sur le juridique. Exactement. Elle menace même de poursuivre en justice quiconque tenterait d'entrer sans autorisation. C'est une stratégie assez claire, hein. Elle déplace l'attention, on parle plus de Kenneth, on parle de procédure, de droit de propriété, la loi comme bouclier. Et pendant qu'elle agite le code pénal, Kenneth, lui, toujours aucune nouvelle pour sa famille. L'angoisse de sa mère doit être terrible. Ah, absolument. Et ces appels agressifs de Sheila, ça ne fait qu'ajouter à l'inquiétude, à la tension ambiante. C'est peut-être le moment de mentionner un élément qui sera découvert plus tard, mais qui est crucial pour comprendre la personnalité de Sheila. Oui. Peut-être même les conversations ambiantes. Elle enregistrait tout. Les enquêteurs vont découvrir des centaines d'heures d'enregistrement. Et ces bandes, elles révèlent un ton très autoritaire, une dynamique de domination verbale constante envers les hommes avec qui elle parlait, y compris Kenneth. Ah ouais? Sans entrer dans les détails précis maintenant, ça dessine le portrait de quelqu'un d'obsédé par le contrôle, qui documente ses interactions, peut-être pour s'en servir plus tard. Enregistrer quelqu'un, c'est aussi une forme de pouvoir sur lui, tu vois. C'est glaçant, ce détail sur les enregistrements. Ça donne une autre dimension à son côté contrôlant, à ses menaces légales. Donc, on a une situation qui est complètement bloquée, là. Une mère désemparée, une femme qui se cache derrière les procédures et les menaces, et un jeune homme dont on n'a pas de nouvelles réelles. Comment ça évolue, hein? Parce qu'on sait que la fin est tragique.
Le point de bascule, ça arrive lors d'une nouvelle intervention de la police à la ferme. La date exacte n'est pas dans nos extraits, mais c'est après ces appels menaçants. Et assez bizarrement, ou peut-être par excès de confiance, cette fois, Sheila accepte une perquisition de sa propriété. Elle accepte. Oui, et là, les découvertes vont dépasser tout ce qu'on peut imaginer. C'est là qu'ils trouvent les orteils. C'est là. En inspectant la cour, les policiers sentent une odeur âcre, de brûlé. Ils repèrent un tas de cendres, encore chaudes, et juste à côté, les restes calcinés de ce qui ressemble à un matelas. D'accord. Et en fouillant, mais vraiment méthodiquement, ce tas de cendres, ils découvrent, et la source est très claire là-dessus, c'est pas une interprétation, des orteils humains. Attends. Pas juste des petits bouts d'os, des fragments qu'on sait pas ce que c'est, mais des orteils. C'est d'une précision macabre, j'ai du mal à y croire. C'est littéralement ce que dit la source, l'horreur concrète. T'imagines le choc pour les policiers sur place, ça a dû être immense. Et l'inspection de l'intérieur de la maison, ça ne fait qu'ajouter à l'horreur ambiante. L'intérieur est comment? Insalubre, c'est ça? Oui, il est décrit comme insalubre. Un désordre pas possible, une saleté partout. Et les sources suggèrent que ce chaos, cette saleté, c'est pas juste de la négligence, ça complique activement les recherches. Comme si le désordre servait de camouflage, en fait. C'est un peu ça, un écran de fumée. Et face aux orteils dans les cendres, qu'est-ce qu'elle peut bien dire, Sheila? Elle ne peut plus nier, quand même. Eh ben si, aussi incroyable que ça paraisse, elle essaye encore. Elle minimise, elle rationalise l'irrationnel. Le matelas brûlé. Ah, il était vieux, plein d'insectes, fallait bien s'en débarrasser. Le feu, c'était pour brûler des détritus, ou peut-être des animaux morts trouvés sur la propriété. Et les os, les orteils. Et là, elle lance avec un aplomb, mais déconcertant. Ça, c'est un os de lapin. Déni et... il est stratosphérique, là. Ou alors c'est juste une tentative désespérée de manipulation. Sans doute un mélange des deux. Ces explications sont non seulement macabres, mais elles sont aussi incohérentes. Elle continue de dire que Kenneth est parti de son plein gré, mais sa voiture est toujours là, sur la propriété. Les incohérences s'accumulent. Exactement. Et malgré ces contradictions flagrantes, malgré la découverte horrible, son attitude, d'après les sources, reste assurée. Presque dominatrice. Elle ne craque pas. Incroyable. Mais là, cette fois, les mots, ça suffit plus. Face à la preuve matérielle, les orteils, le feu suspect, les policiers passent en mode enquête criminelle sérieuse. Ils collectent tout, mais vraiment tout, méticuleusement. Chaque fragment dans les cendres. Ils photographient toute la zone. Ils font des prélèvements. À l'intérieur, ils notent des taches suspectes, surtout dans l'évier, la baignoire. D'accord. Tout part au labo pour analyse. C'est là que la science est appelée à la rescousse pour faire parler ses preuves murettes. Et j'imagine que la science, elle, ne va pas confirmer l'histoire de l'os de lapin. Ah non, pas du tout. Les résultats des analyses scientifiques y sont accablants. Ils ne laissent absolument aucune place au doute. L'ADN de Kenneth Canty, on en retrouve partout dans la maison de Sheila Labar. Partout. Pas juste une trace près de la porte ou dans une chambre d'amis. Partout. C'est comme si la maison elle-même criait son nom, quoi. Ça change tout par rapport à il est juste venu passer le week-end. Exactement. Cette omniprésence de son ADN, ça rend l'idée d'une simple visite et d'un départ volontaire très, très difficile à croire. Et en plus, l'analyse des nombreuses traces de sang retrouvées à l'intérieur, ça révèle la présence de sang frais comme plus ancien. Sang frais et ancien. Donc ça suggère que la violence, c'était pas juste un événement unique, récent, mais quelque chose qui s'est peut-être répété, ou en tout cas qui a laissé des traces sur la durée. C'est l'interprétation logique, oui. Ça pointe vers des épisodes de violence multiples et situés dans le temps, bien avant la découverte finale. Et pour les fragments d'os dans les cendres, la science va être tout aussi catégorique. Là, l'histoire de l'os de lapin, elle s'effondre complètement, j'imagine. Ah oui, lamentablement. La radiologie médico-légale joue un rôle super important ici. Les experts avaient des images d'un scanner médical que Kenneth avait passé avant, pour une autre raison. D'accord. Ils comparent ces images de référence avec les radios des fragments d'os trouvés dans les cendres. Et la correspondance est formelle. La science qui vient superposer les images et qui dit « Regardez, la structure interne, ça correspond. C'est lui. C'est imparable. » C'est imparable. Et pour en finir définitivement avec le doute, ils extraient l'ADN de ces fragments osseux. Ils le comparent pas seulement avec des échantillons de la famille, mais aussi avec l'ADN qui était conservé dans les archives militaires de Kenneth. Ah oui? Et le résultat est sans équivoque. Les os sont bien ceux de Kenneth Cooney. La boucle est bouclée. La vérité matérielle, prouvée par la science, elle est établie. Kenneth n'a jamais quitté cette ferme vivant.
Sheila Labar l'a tué chez elle et a essayé de faire disparaître son corps par le feu. C'est la conclusion inévitable qui ressort des preuves scientifiques. Et la découverte, dont on a parlé tout à l'heure, les centaines d'heures d'enregistrement, ça vient ajouter une couche de compréhension sur le mode opératoire de Sheila. Oui, Ces bandes, même si ce n'est pas une preuve directe du meurtre en soi, elles illustrent bien son besoin de contrôle absolu, sa façon de dominer psychologiquement les hommes qui entraient dans son cercle. essayons de dresser un portrait un peu plus clair de cette femme, de sa méthode, avec ce que les sources nous disent. On a donc une personne avec un lourd passif de violence domestique, connue de la police depuis plus de 10 ans avant les faits. C'est un élément fondamental, ça. Elle n'est pas une inconnue pour les autorités, loin de là. Ensuite, son environnement direct, c'est un outil clé. Cette immense propriété isolée, difficile d'accès, ça offre un cadre parfait pour attirer quelqu'un, l'isoler du monde extérieur et commettre des actes en toute discrétion. Et même l'état de la maison, insalubre, chaotique, ça participe à cette stratégie de dissimulation. Oui, on peut le penser, le désordre, la saleté, ça peut agir comme un écran. Rendre les recherches plus dures, décourager peut-être une inspection trop poussée au premier abord. C'est un environnement où des preuves peuvent plus facilement passer inaperçues ou être masquées. Tout semble fait pour créer une bulle, coupée du monde extérieur. Elle utilise aussi beaucoup la loi comme une arme, hein. Les menaces de poursuite, l'exigence de mandat. C'est sa façade procédurale, une manière d'intimider, de repousser l'autorité, de gagner du temps et de contrôler l'accès à son domaine. Elle connaît assez les règles pour essayer de les retourner à son avantage. Si on devait résumer sa méthode, le schéma attirer, isoler, contrôler, ça semble bien collé, non? C'est une excellente synthèse, oui. Attirer, souvent via les services de rencontre, en ciblant des personnes qu'elle perçoit peut-être comme plus vulnérables, plus isolées. Isoler, en les faisant venir dans sa ferme paumée, coupée de leurs repères, de leur réseau. Contrôler, d'abord par la parole, la manipulation psychologique, on l'a vu avec le temps autoritaire sur les enregistrements, les menaces légales, puis par la violence physique. Et enfin, par la tentative de dissimulation radicale des preuves, le feu, le désordre. C'est redoutable comme schéma. Oui, parce que ça mise sur la vulnérabilité de départ, et ensuite ça coupe la victime de tout soutien extérieur. Ça la rend totalement dépendante à sa merci. Le contraste est saisissant entre ces mots, ces tentatives de minimiser, de banaliser l'horreur. C'est un os de lapin, je faisais juste du nettoyage. Et la réalité matérielle, écrasante que la science a révélée. L'ADN partout, le sang ancien et récent, les os formellement identifiés. La matière a parlé plus fort que ces mensonges. C'est souvent le cas dans les affaires criminelles, heureusement. La réalité physique des preuves finit par briser les histoires les plus tordues, les dénégations les plus obstinées. Les sources qu'on a utilisées, elles évoquent aussi une hypothèse, très troublante, formulée avec prudence, mais quand même. Kenneth ne serait probablement pas sa seule victime. Sur quoi ça repose cette suspicion? Oui, la prudence de la source est importante, le probablement. Cette hypothèse, elle ne repose pas sur la découverte d'autres corps ou d'autres ADN non identifiés qui correspondraient à d'autres disparus. En tout cas, pas dans nos extraits. D'accord. Elle se base sur un faisceau d'indices, indirects mais qui convergent. Premièrement, le volume énorme des enregistrements audio, des centaines d'heures impliquant de nombreux hommes différents. Ça suggère un schéma relationnel qui se répète, pas juste une interaction unique avec Kenneth. Le mode opératoire lui-même, attirer, isoler, contrôler, il aurait pu être appliqué à d'autres avant? C'est l'idée, oui. Si cette méthode a fonctionné tragiquement avec Kenneth, pourquoi elle ne l'aurait pas utilisée avant? Le lieu isolé, l'utilisation du feu pour éliminer les preuves, ça rend plausible la disparition d'autres preuves concernant d'autres personnes. Ajoute à ça son long passif de violence, documenté depuis 1995, et la présence de traces de sang plus anciennes qui pourraient potentiellement remonter à des événements avant l'arrivée de Kenneth. Mais il faut bien insister, ce sont des indices, des convergences, pas des preuves formelles d'autres meurtres établis dans ce dossier. La source ne nomme personne d'autre, elle ne parle pas d'autres identifications. Exactement, c'est une zone d'ombre importante. Une suspicion légitime, basée sur le contexte, sur le comportement de Sheila Labar, mais qui reste non confirmée par la justice dans le cadre de l'affaire Kenneth County. L'enquête et le procès se sont concentrés logiquement sur les preuves irréfutables concernant sa mort à lui. Justement,
Cette affaire, comment elle se termine sur le plan judiciaire pour le meurtre de Kenneth County? Avec un dossier scientifique aussi béton, l'ADN partout, les analyses de sang, l'identification des os par radio et ADN, les poursuites pour meurtre sont engagées, évidemment. Pendant l'instruction, les différentes auditions, les versions de Sheila qui changent tout le temps, ses dénégations, tout ça s'effondre face aux faits matériels présentés par l'accusation. Le procès a dû être assez chronique direct, non? Difficile de contester des preuves scientifiques pareilles. La présentation des preuves par l'accusation a été très méthodique. La chaîne de conservation des indices, les résultats détaillés des analyses ADN, radiologiques, la chronologie des événements depuis la disparition signalée par la mère jusqu'à la découverte des restes et l'identification formelle. La défense a bien essayé de soulever des questions de procédure, de contester certains points, de minimiser l'intention, mais la force des preuves scientifiques était juste trop écrasante. Le verdict final. Coupable, meurtre au premier degré. La sentence est tombée et elle est à la hauteur des gravités des faits. Réclusion criminelle à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. La peine maximale. Ce qui veut dire concrètement qu'elle est condamnée à passer le reste de sa vie en prison, sans aucun espoir de sortie. C'est exactement ça. Une peine qui reflète la brutalité du crime et l'absence de circonstances atténuantes retenues par le juge ou le juge. La condamnation a ensuite été confirmée en appel, elle est devenue définitive. Donc le dossier judiciaire pour le meurtre de Kenneth County est clos. Il est clos. Mais les questions sur d'autres victimes potentielles, elles, restent sans réponse judiciaire. Si on résume cette affaire, absolument glaçante. On part d'une disparition inquiétante, presque banale au début. Puis une première intervention de police qui laisse un sentiment d'impuissance, de malaise, même si la procédure est respectée. Ensuite, on bascule dans l'horreur pure avec la découverte littérale des restes humains. C'est là que la science prend le relais et devient le témoin implacable. L'ADN, la radiologie. Elle parle là où les mots essaient de masquer la vérité. Et à la fin, la condamnation inéluctable à la peine la plus lourde du système américain. Oui, c'est F-Off, c'est une illustration, mais saisissante, du choc entre la parole manipulatrice, qui essaie de construire une autre réalité, et la vérité têtue des faits matériels. Elle met en lumière, de façon très crue, une méthode prédatrice basée sur l'isolement géographique, le contrôle psychologique et la violence physique. Et elle soulève forcément des questions sur notre vigilance. Oui, elle interroge notamment sur cette première visite. Même si légalement il s'était un peu coincé, le fait de repartir après un simple « tout va bien » face à autant de signaux d'alerte, le passif de violence, le mensonge initial, le portail fermé, l'inquiétude forte de la mère, ça laisse un goût amer. Ça montre les limites d'une approche purement déclarative dans certaines situations. C'est une réflexion importante sur l'équilibre, toujours délicat, entre le respect des droits individuels et la protection des personnes qui sont potentiellement en danger. Surtout face à des personnalités manipulatrices et dans un contexte d'isolement. Et pour finir, cette pensée qui reste là, en suspens, et qui est alimentée par la prudence même de la source. Kenneth n'était probablement pas sa seule victime. Ces centaines d'heures d'enregistrement avec de nombreux hommes, ce mode opératoire qui semble rodé, ce lieu parfait pour faire disparaître des choses. Qu'est-ce que cette affaire nous dit sur la difficulté immense, non seulement à détecter, mais surtout à prouver des crimes qui pourraient être sériels, commis à huis clos, par une personne contrôlante, procédurière, même quand elle est déjà connue de la police pour violence? Combien d'autres histoires, combien d'autres vies brisées sont peut-être restées enfouies pour toujours dans le silence? Et les cendres de cette ferme. C'est la question lancinante que laisse cette affaire. Une interrogation profonde sur les angles morts de notre système, sur notre capacité collective à voir et à agir face à des prédateurs qui opèrent dans l'ombre, loin des regards, en utilisant l'isolement et la manipulation comme leurs armes principales. Une question qui, malheureusement, reste sans réponse définitive.